Bonsoir mes petits poulets. Vous vous le demandiez sans doute. Vous vous posiez cette question un petit peu curieuse. Combien de livres ai-je pu lire je vais dire en 2065, n'importe quoi. En 2025, eh ben j'ai lu 165 livres. 165. Oui, mais on s'en fout, c'est pas une course. Chacun lit ce qu'il veut. Si vous voulez lire un livre par an et que vous avez adoré ce livre, c'est super. Si vous avez envie d'en lire beaucoup plus, c'est bien. Bon, l'enfant chante, j'espère qu'elle va arrêter de chanter, parce que c'est la même phrase en boucle, vous voyez, c'est un petit peu pesant. Mais bon, elle est mignonne, n'est-ce pas? Bref, et donc, 165 livres lus en 2025. Ça nous fait une belle jambe. Mais sur Internet, fleurit les top 10. Quelles, on va y arriver. Quelles ont été mes meilleures lectures de 2025? Mon top 10. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir mon top 10. À la première place, mon livre préféré des préférés, c'est, attendez, je vais y arriver, La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab. C'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'Adeline. Adeline a environ 17 ans, nous sommes au XVIIIe siècle. Et Adeline, elle veut pas du tout se marier. Alors, elle fait un pacte avec le diable, ou une sorte de diable. Elle dit, si j'échappe à ce mariage, ok, je veux bien tout ce que vous proposerez. Ok, dit l'espèce de force démoniaque, tu ne te marieras pas, tu échapperas à ce destin. Mais tu me devras me donner ton âme un de ces jours, et en attendant, une malédiction. Adeline accepte, Adeline accepte. Sauf qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a accepté. Ce qu'elle a accepté, c'est sa vie invisible, c'est-à-dire que désormais, tous les gens qu'elle croiseront, tous les gens ne se souviendront plus d'elle une fois qu'ils la reverront plus. Pardon, c'est pas très clair, c'est-à-dire que il la voit, il lui parle, 2 minutes après, ils se souviennent même plus qu'ils lui ont parlé. Elle est invisible. Et c'est sa vie invisible qui commence pour Adeline, pour Adi Larue. Pendant des siècles, puisque la malédiction a fait qu'elle est un peu immortelle, vous voyez, puisque son âme appartient à cette espèce de diable. Ce diable qui voudrait bien négocier plein de choses avec Adeline, et elle essaye de résister, de maîtriser un peu son destin qu'elle ne maîtrise plus vraiment. Elle va vivre 1000 vies, puisqu'effectivement, elle vit, elle vit, elle vit, et les temps passent, le siècle passe, les gens passent. Les gens l'oublient en permanence. Et un jour, nous sommes au XXe siècle désormais. Adeline a beaucoup vécu depuis son XVIIIe siècle. Elle va dans une librairie. Elle a l'habitude, c'est mal, de voler un livre, puisque de toute façon, on ne se souvient pas d'elle. Et puis, il faut bien qu'elle vive, puisque désormais, elle n'a plus de moyens de subvenir à ses besoins, vu qu'on l'oublie, elle ne peut pas travailler, etc. Elle vole un livre, et le lendemain, le libraire lui dit « Je vous connais. Hier, vous êtes venu, vous avez volé le livre. Je vous reconnais. Je vous reconnais !» Une phrase qu'on ne disait plus à Adeline depuis longtemps. Elle se dit pourquoi il se souvient de moi, lui alors que tout le monde me reconnaît plus. Qui est cet homme? Pourquoi me reconnaît-il? Vous voudriez bien le savoir. C'est un roman passionnant, un roman fleuve. Alors j'ai pas noté combien de pages il fait, mais un nom assez impressionnant, environ 300 pages. Quelque chose comme ça. C'est un livre classé ado. C'est un livre qu'on peut lire à partir de 15 ans et plus, si affinité. Et dans la couverture un petit peu vintage que je vous montre, on voit à peine le visage d'Adeline. On le devine. J'ai adoré ce livre parce que non seulement ce pacte faustien est intéressant, mais en plus on vit 1000 vies. On voit le siècle passé, les gens changer, la société évoluer. Et Adeline prise dans cette espèce de tourment, elle qui est immortelle. Et on se demande, est-ce qu'elle va arriver à se libérer de cette malédiction? Et pourquoi est-ce qu'on l'a reconnue à la librairie? En numéro 2, en ce moment, on parle beaucoup de ce pays. Et on a raison. On parle beaucoup de l'Iran. Et en top 2, au 2 de mon top, je vais y arriver, Les Lionnes persanes de Kamali. Marjane Kamali. Alors, on connaît Marjane Satrapi. Pour Persépolis, je vous conseille la BD, le film d'animation. Et ici, avec Les Lionnes persanes, c'est un roman. J'ai hésité avec un thé à Téhéran, de cette même autrice. En ce moment, on parle beaucoup d'Iran. Le peuple en a marre, les femmes montent leurs cheveux, les femmes fument, les manifestants manifestent, essayent de chasser les gardiens de la révolution du pouvoir pour exister, pour être libres, pour vivre tout simplement. Malgré une terrible répression, malgré une coupure d'Internet, malgré ce qu'on ne sait pas trop, ce qu'on ne saura peut-être jamais, en tout cas, nous,
On pense à l'Iran et on espère qu'un jour, ils vivront librement, et les femmes aussi, surtout les femmes. Bref, c'était un petit aparté politique. Dans Les Lionnes persanes de Marjane Kamali, c'était l'histoire bouleversante d'une amitié entre deux femmes. Je ne sais plus les prénoms, vous en doutez. J'ai pas repris mes notes parce que je fais mal mon travail de gazouiller. Bref, une des femmes décidait, une des filles qui appartient à la bourgeoisie, se lie d'amitié avec une fille un peu sans foi ni loi, un peu sans filtre, un peu tout feu tout flamme, que les autres aiment pas trop. Elle a un physique un peu particulier, elle ouvre toujours sa grande gueule, alors que l'autre héroïne est plus posée, plus discrète, etc. L'héroïne discrète fait sa vie dans la bourgeoisie. L'héroïne plus tout feu tout flamme s'engage justement dans la résistance. Elle veut dire que l'Iran, c'est pas ce qu'on leur montre. Elle veut dire que c'est une femme, qu'elle a envie d'être libre, malgré les dangers qui la guettent. C'était une très belle histoire d'amitié, avec le temps qui passe, avec les regrets, les remords. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on arrive à soutenir nos amis, même quand ils prennent des directions différentes? C'était un roman, à mon avis, tellement réaliste que c'en était bouleversant. Si vous vous intéressez à l'Iran, si vous aimez les histoires d'amitié, si vous aimez l'engagement, ou au contraire, on se dit, mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je ferais dans ce genre de situation? Est-ce que j'essaierais de me faire discret, pour survivre dans ce monde de brutes? Ou est-ce que je m'engagerais au péril de ma vie? On ne sait pas, c'est difficile d'être un héros aussi. Dans mon top 10, à la 3e place, encore cette année, il y a cette autrice. Taylor Jenkins Reid, Atmosphère. L'année dernière, dans mon top 10, il me semble, il y avait le roman Les vrais amours. L'année dernière, Les vrais amours, c'était une héroïne qui se mariait, je ne sais plus le prénom, avec l'amour de sa vie, jusque-là tout va bien, le mari part en voyage, il disparaît. Deuil terrible, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pas trop d'infos. Et puis, tant bien que mal, elle avance dans sa vie, et puis elle réussit à retomber amoureuse. Est-ce qu'on peut être amoureux plusieurs fois dans une vie? Est-ce qu'on peut avoir de vrais amours plusieurs fois ou on n'en attend qu'un? Sauf que quand elle commence un peu à officialiser avec cet homme, elle apprend que son mari n'est pas mort. Que faire? C'était les. Oui, j'ai pas bugué. Vrais amours, oui, parce qu'il y a S, vous savez, un peu comme l'écriture inclusive, un, une, un. Bref, cette année, Atmosphère, aucun rapport, c'est sorti en juin 2025. Vous voyez bien, c'est une histoire de conquête spatiale, une histoire avec Johan, cette fois-ci je me souviens, qui est cab commentator, un truc comme ça. Bref, qui en gros, à Houston, sert de voix pour l'équipage qui est dans la navette. C'est elle, la voix de la Terre, qui leur transmet les informations, qui leur transmet toutes les consignes que l'équipe, le staff lui transmet. C'est elle aussi qui est aux premières loges quand il y a un problème et qu'il faut qu'elle ne signale pas forcément à l'équipage tout pour qu'ils restent maîtres de leur sang-froid et qu'ils puissent accomplir leur mission le mieux possible, même si elle a d'autres informations de la base. C'est le lien entre la base et le ciel. C'est le lien entre elle et ses camarades qui sont dans la fusée spatiale, ses camarades pour qui elle éprouve des choses. Elle a été, comme eux, apprentie astronaute. Mais finalement, elle a préféré rester au sol au bout d'un moment. Donc elle est engagée aussi, on va dire, de cœur avec ceux qui sont là-haut. C'est pas que professionnel, il faut qu'elle maîtrise ses nerfs et son cœur par rapport à tout ce qui peut se passer de dangereux là-haut. C'était un terrible roman spatial, je pense basé sur beaucoup de renseignements que l'autrice Taylor Jenkins Reid avait pris auprès des équipes réelles, des spationautes et tout ça. C'était passionnant. Une histoire d'espace, une histoire d'amour, une histoire. Inoubliable. À la 4e place de mon top 10, ça y est, l'enfant a arrêté de chanter. Et voilà le roi et la reine, et voilà la reine et le roi. En boucle, vous savez, je pense qu'on avoue les pires crimes. Bref, je l'aime. Tome 4, Le Lotus d'or de Jane Young aux éditions Charleston. Et ben oui, vous savez, mon amour pour les éditions Charleston. Je suis quasiment jamais déçue des romans que je lis. À tort, on attribue cette maison d'édition à des romans pour mamie, alors qu'en fait, c'est des univers très différents. C'est des romans bouleversants, puissants et engagés. Et dans Le Lotus d'or, nous sommes avec l'héroïne. Nous sommes en Chine, nous sommes à je sais plus quelle époque, où on bande les pieds des petites filles, vous savez, c'est plus chic d'avoir des mini-pieds. Sauf que bander les pieds,
c'est genre regrouper vos orteils comme ça en dessous. On les bande et vous marchez comme vous pouvez. C'était une mutilation, enfin une mutilation non, parce qu'on les coupe pas totalement, mais enfin c'était une torture terrible. Et donc cette fille, on lui bande les pieds en se disant comme ça, tu auras un bel avenir et on te mariera bien et tout ça. Sauf que sa mère n'a plus de sous, n'a plus d'autre choix que de vendre sa fille. Et oui, dans une famille riche. Et elle va devenir un peu la bonne à tout faire de la fille de la famille riche, qui a à peu près son âge. Sympa le destin parfois. Hein. Et là, c'était un passionnant roman chinois sur le destin d'une femme, les histoires de pieds bandés, etc. En 5e position, oui, je préfère faire dans ce sens-là. Vous savez, quand on était en classe, soit le prof classait les copies de la meilleure à la moins bonne, ou à chaque fois on se dit peut-être que c'est moi, peut-être que c'est moi. Alors que dans l'autre sens, de la pire à la meilleure, on se dit au secours, au secours, au secours, au secours. Ah, je sais pas dans quel sens c'est le plus sadique. En fait, faut pas classer les copies. Fin du débat. À la 5e place, Lever de soleil sur la moisson, Suzanne Collins, Hunger Games chez Pocket Jeunesse. Suzanne Collins a sorti la trilogie Hunger Games il y a un certain temps maintenant. 20 ans? Non, peut-être pas, mais enfin, pas loin. Et puis, elle a sorti ce tome-là, qui est un tome, on va dire, compagnon, comme on dit dans le métier. Et c'est sur un des personnages qu'on avait découvert dans la trilogie Hunger Games. Ce personnage, c'était Haymitch. C'était le coach de Katniss et Peeta, nos héros, qui étaient envoyés dans les Hunger Games, les jeux de la faim, les jeux du cirque, les jeux de gladiateurs, si vous voulez, des ados. Un garçon, une fille par district. Il y en a 12 dans cette dystopie, dans cette ville-là. Et comme le peuple s'est révolté contre le Capitole, chaque année, des Hunger Games, des jeux de la faim, on envoie un garçon et une fille de chaque district s'affronter à mort, enfin s'affronter tous ensemble à mort, et celui qui survivra gagnera les Hunger Games. Et on suit ce jeu de télé-réalité sur les écrans. Vous pouvez envoyer des cadeaux, vous pouvez avoir un sponsor pour vos héros préférés. Un jeu sadique qui, heureusement, n'existe pas dans la vie. Enfin, les gladiators, c'est un peu ça quand même. Hein. Bref, on découvrait Haymitch qui devenait le sponsor de Katniss et Peeta, nos héros du District 12. Dans ce tome-là, nous découvrons Haymitch jeune, Haymitch dans sa vie, Haymitch avec sa famille, Haymitch avec son amour, l'amour de sa vie. Et Haymitch qu'on envoie en Hunger Games. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais si Haymitch, après, il est sponsor, ça veut dire qu'il a survécu, il n'y a pas de suspense. Oui, mais enfin, c'est pas grave, on découvre quand même la jeunesse d'Haymitch et ce qui s'est passé dans les premiers Hunger Games. C'était un pari hyper délicat d'écrire plus de 20 ans après, plus de 10 ans après les Hunger Games. C'était un pari très réussi. J'ai dévoré ce livre aux vacances d'été l'année dernière. Non, de Pâques l'année dernière, je crois. Le lancement avait été en folie, le film d'ailleurs. Le livre sera adapté au cinéma cette année, avec des grands acteurs américains. Oui, j'ai la 1000e crève de 2026. Aucun rapport. J'ai mis un pull rose pour me rosifier le teint, que ça paraisse un peu plus lumineux, n'est-ce pas? Bref, donc, si vous avez aimé Hunger Games, lisez Lever de soleil, le lapsus sur la moisson. À la 6e place, nous avons Divine rivalité de Rebecca Ross. C'est une biologie, il y en a 2. Admirez-moi le jaspage avec les petits courriers. C'est un roman classé young adulte, jeune adulte si vous préférez, après les romans ados. Dans Divine Rivalité, notre héroïne, dont j'oublie sur le prénom, comme tous les personnages, nous sommes dans une espèce de seconde guerre mondiale, si vous voulez, dans cette dystopie, ce monde un peu étrange. Et puis, elle est embauchée, et son collègue de bureau, l'autre là-bas, hyper énervant. Et puis, le conflit, et puis, elle va au front. Elle a une espèce de machine à écrire, et quand elle écrit, que les lettres, comment dire, c'est une espèce de machine à écrire magique, et votre courrier peut arriver sur la machine à écrire de quelqu'un d'autre. C'est une espèce de connexion, quoi, un espèce de fax avant le fax. Et elle va commencer une correspondance avec un mystérieux correspondant. Elle pense que c'est son frère qui est au combat. Son frère qui est parti, et elle, ça la stresse de savoir son frère là-bas, où est-ce qu'il va survivre, etc. Et donc notre héroïne écrit, sauf que ce n'est pas son frère, vous vous en doutez, qui reçoit le courrier. Et un drôle d'échange commence. C'était un formidable premier tome.
J'ai adoré Divine Rivalité qui mêlait guerre, amour, enfin dystopie, oui, c'est ça, dystopie. Très original, très bien fait, merveilleux. À la 7e place, une grande découverte dans ma vie, depuis Les gens dilatés, de Travis Baldree, l'auteur américain, de la cozy fantasy. De la quoi? La cozy fantasy. La fantasy, vous savez, ça se passe dans un univers qui n'est pas le nôtre. Des griffons, des dragons, un autre univers. La cozy fantasy. Donc cozy, c'est cocooning. C'est comme si c'était un dragon qui buvait un chocolat chaud devant un feu de cheminée en chaussons. Bon, bah voilà, c'est un roman de fantasy cocooning. Et donc, à la 7e place, j'ai mis La petite boutique de sortilèges, que je dois avoir derrière moi en plus. Sarah Beth Durst. Admirez-moi le jospage confitueux. Nous étions avec l'héroïne bibliothécaire qui quittait son monde dystopique. Oui, j'adore la dystopie. Bref, un monde qui n'existe pas, bref. Et elle quittait son monde, elle avait pris... Qu'est-ce qu'elle a pris? Les manuscrits, enfin, elle n'aurait pas dû emmener, bref. Elle retournait chez ses parents, enfin, dans la chaumière de ses parents n'y sont pas, bien sûr. Elle trouvait refuge là-bas. Et c'était le début d'une aventure magique. Elle n'était pas trop censée utiliser la magie, mais elle le fait quand même. Un univers de confiture, de magie, de hippogriffons, enfin genre de chevaux aquatiques, comme si c'était des hippocampes sirènes, enfin vous voyez, ou des chevaux avec... C'était formidable, il y avait tout ce qu'il fallait. Des licornes, je crois même. Bref, merveilleux. Et le tome 2 sort en février ou mars de cette année. Je crois que ça a été décalé. Si je me tourne... Non, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à la famille de Juliette. Coucou. Bref, c'était cosy, c'était fantaisie. Ça faisait du bien, c'était tranquille. Agréable. À la 8e place, à la 8e place, nous avons de la cozy fantasy again. J'adore ça, la fantasy et du cocooning. Le rêve. Rewitched de Lucy Jane Wood. Admirez-moi le jaspage. Merci Corinne qui m'a prêté ce livre avec le beau jaspage. Nous sommes avec, je ne sais plus son nom, Belle, je crois. Bref, elle bosse dans une... Oui, j'ai pas préparé avant les résumés, je vous le fais comme ça, de souvenirs. Et j'en ai lu des livres, 165, bref, on s'en fout. Nous sommes avec, on va dire, Belle, dans sa librairie. Elle a un patron tyrannique, désagréable. Mais bon, Belle, elle fait son boulot du mieux qu'elle peut. Et elle utilise sa magie de temps en temps, pour ranger les livres, par exemple. En tant que bibliothécaire, j'adorerais avoir ce talent magique de ranger, pouf paf, en petits coups de magie. Sauf qu'un jour, elle reçoit un courrier, puisqu'elle va avoir 30 ans, et son coven, donc sa société de sorcières, si vous voulez, sa confrérie, lui dit « Et il faut passer les épreuves magiques !» Sauf qu'elle, elle a toujours fait en sorte que personne ne sache qu'elle est sorcière. Ouais, non, elle n'a pas envie. Mais bon, coven, c'est le coven, il faut y aller. Et il faut savoir que notre héroïne est hyper maladroite et tout. Est-ce qu'elle va réussir les épreuves magiques? C'était très sympathique, ça parlait de librairie, de magie, avec une héroïne attachante. C'était parfait. À la 9e place, un coup de cœur absolu que j'ai lu pendant les vacances de Noël. The Game Gods Play. Abigail Owen. Abigail. On dit Abigail ou Abigail? Mettez-moi ça en commentaire. Owen, c'est le tome 1. Le tome 2 sort en mai. Je suis à cran, j'attends. Ça rime. Le tome 3 sort en novembre. Ça va être trop long d'attendre. Rime en ambre. Bref. J'ai entendu parler de ce livre sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada, qui est formidable, qui nous parle de plein de bouquins. On a envie de tout lire quand elle parle d'un bouquin. Et là, ça parlait de mythologie. Et de... C'était un mélange entre Percy Jackson mythologie et épreuves, etc. à la Hunger Games. The Game Gods Play, le jeu que les dieux jouent. Oui, bah essayez de le dire, avec 10 chamallows de chaque côté de la bouche. Le jeu que les dieux jouent. Bref, ce tome 1 était addictif. Nous sommes avec une héroïne chaque année, les dieux de l'Olympe, nos dieux grecs préférés, Zeus, le roi des dieux, Dionysos, le dieu du vin, Vénus, l'amour, Héphaïstos, forgeron, Mars, la guerre, Apollon c'est Hermès, quoi. Je ne sais plus, bref, tout ce petit monde qui passe son temps à s'étriper, à tromper les uns les autres, à agresser les mortels. Mais on aime ça, la mythologie. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, ce petit monde a créé des jeux, des games, comme les Hunger Games. Et ils choisissent des mortels, c'est plus marrant quand même. Et chaque dieu a son mortel qu'il représente, son poulain.
Et voilà, et un jour, notre héroïne rencontre par hasard Hadès, le dieu de la mort, et puis, pas de peau. Certains jours, vaut mieux pas se balader, vaut mieux rester chez soi. Comme le dragon qui boit son café avec ses chaussons dans la Cozy Fantasy. Parce que notre héroïne rencontre Hadès, et du coup, Hadès a l'idée brillante de la nommer pour être son poulain dans les jeux de la mort. Super, va falloir affronter des épreuves. Mais pas n'importe quelle épreuve. Des épreuves mythologiques. Donc à chaque fois qu'on a une épreuve, ça représente l'univers de Dieu. Vous voyez, si vous avez Poséidon, le dieu de la mer, et ben l'épreuve, il y aura de l'eau, ça sera aquatique. Si vous avez Dionysos, le dieu du vin, il y aura de l'alcool dans le truc. S'il y a Hermès, il y aura une histoire de pesanteur, de je vole pas. Vénus, un truc où il y aura de l'amour. Voilà, les épreuves sont sadiques. Les candidats n'ont pas choisi. Vont-ils faire alliance? Vont-ils être ennemis? Vous le découvrirez en lisant The Game God's Play. J'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper addictif, hyper détendant. À lire à partir de 14-15 ans et plus. Et le dernier, en 10e place, parce qu'il faut bien un 10e. Merci. Le secret des Deveril. Santa Montefiore, c'est la saga Fille d'Irlande que j'ai découvert sur la chaîne de Petite Lectrice. Et coucou Rose qui m'a offert le tome 2, qu'il faut que je continue. Fille d'Irlande, nous sommes en Irlande. Oui, bon, dans ce cas, ça va. C'est une saga comme j'aime, une saga avec moult personnages. Nous commençons dans une famille où c'est des Anglais. Donc en Irlande, l'anglais et l'Irlande, voilà, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour, n'est-ce pas? Et dans cette famille, les grandes filles, la mère rêve de les marier, de faire des mariages comme il faut, vous savez, à la saison des bals qu'on voit dans les Jenner, où les filles vont à des bals histoire de trouver, entre guillemets, d'être mariées, enfin qu'on les repère et qu'elles puissent faire un beau mariage dans le beau monde, n'est-ce pas? Donc elle pense placer ses filles, son fils aîné c'est l'idole de sa vie, et sa petite dernière, elle s'en fout, elle aurait préféré ne pas la voir. C'est Kitty, sympa. En plus, Kitty est un garçon marqué. Kitty s'intéresse à l'Irlande. Kitty pose trop de questions et trop présente, parle trop. Kitty est fatigante pour sa mère. Et donc c'est le début de Fille d'Irlande où on va découvrir le destin de Kitty, de sa meilleure amie qui est une fille de cuisinière, quelque chose comme ça, qui n'est pas du tout du même monde, etc. etc. Et c'est la grande histoire avec un H de l'Irlande et l'histoire de nos personnages qui vont évoluer pendant au moins 5 tomes. Donc j'ai commencé, j'ai lu le tome 1 et le 2, j'en suis au début. Mes petits poulets, c'était le top 10 de mes lectures. Est-ce que vous faites un top de vos lectures? Rassurez-vous, si vous lisez qu'un livre par an, votre top 1 est facile à faire. Bref, des goodies, oui, je sais que vous regardez que pour ça. Non, c'est pas vrai. J'ai passé un entretien pro et en sortant, pour écluser le stress, n'est-ce pas, je suis allée dans un lieu de détente pour moi, Yves Rocher. Oui, coucou Rose sec, j'ai mis Yves Rocher. J'ai refait le stock, comme on dit. Gel douche menthe coriandre, ça hume bon. Gel douche avoine et sarrasin, j'aime beaucoup. À un moment donné, Aurore aimait beaucoup, elle me disait « Oui, gel douche à l'avoine ». Je me suis dit « Mon Dieu, mon enfant a 5 ans, mon enfant exige du gel douche à l'avoine. Je vais en faire un monstre ». Nous avons le gel douche verveine citronnée, anti-moustique, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sent bon. Le citron et tout. Pour les cheveux, je me suis dit, parfois, vous savez, on a le cuir chevelu un peu irrité. Peut-être qu'il faut retourner à des valeurs plus douces. Douceur, shampoing doux. Voilà. Attendez, je pousse mes petits goodies pour pas qu'ils tombent. Avec Yves Rocher, ce qui est merveilleux. Alors, le vernis. Il est sur mes doigts, je ne sais pas si vous voyez. C'est prune. Mais ce n'est pas n'importe quelle prune, c'est prune mystérieuse. Yves Rocher fait du vernis. Avec des produits pas trop dégueux dedans. Voilà, un peu respectueux. Et j'ai tenté. J'ai osé acheter du vernis. Pas marron, mais chocolat. Vous savez, dans les boutiques, quelquefois vous demandez un pull marron. Et la vendeuse vous dit « Non, nous avons que des pulls chocolat ». On va dire « Restons polis ». Ou vous demandez un pull violet, par exemple, on va dire « Ah non, nous n'avons que des pulls prunes ». Bref, ici, ce n'est pas marron. C'est ton cas intense. Je testerai cet hiver. Est-ce que vous êtes comme moi si vous mettez du vernis? L'hiver, plutôt des couleurs foncées, on va dire le bleu, le vert, le marron, le tonka,
pardon, le prune, etc. Le mauve, le lilas. Et l'été plutôt du rouge pétant, du rose, du jaune, du orange, pourquoi pas. Alors, à Yves Rocher, vous savez bien, quand on achète un produit, on gagne 1000 goodies. Je sais pas comment ils font leur modèle marketing, mais bon, c'est super. Un carnet, les mignons, hein, avec des petites lignes. Alors ça, je l'utilise pas, mais je le donnerai à Corinne pour ses grands cheveux. Vous savez, c'est un bandeau. Vous le mettez sur votre tête quand les gens font leur masque de beauté. Comme ça, leurs cheveux ne viennent pas déranger le masque. Je sais pas si je fais le bon geste. Je suis allée à Sostengrennet. J'adore cette marque nordique. Une bougie. On n'a jamais assez de bougies. Rose. Parce que j'aime le rose, vous le savez. Je suis allée à Legami pour ma collection. Le stylo licorne. Splendeur. Et j'ai commandé, parce que j'aime les bougies, chez Ava aimé ce monstre-là. Le parfum, alors ça s'appelle Plum Cinnamon Vanilla. Alors cinnamon c'est cannelle, vanilla c'est vanille. Je suis hyper douée en anglais. Plum, j'ai vu que c'était tarte aux prunes. Donc en gros, c'est une bougie tarte aux prunes, cannelle, vanille. Énorme bête. Donc ça va au moins durer 2 mois peut-être. Plusieurs mèches qui se disent coucou. Ah, ça sent le gâteau aux prunes, à la vanille, à la cannelle, ça tombe bien. Avec toujours le petit couvercle en bois. Après, vous pouvez fermer votre bougie pour la sécurité, n'est-ce pas? En dessous. Ou ensuite, ça vous fait un sous-mug quand vous mettez votre thé, café, tisane du soir. J'avais oublié Yves Rocher pour 4 € avec tout ce que j'ai commandé. Je pouvais, avec ma petite carte, acheter un sac. Intérieur fleurs. Velours. Un petit cabas, comme ça, c'est beau. Hein. Bon, il n'a pas de bouton pour se fermer. Ça, c'est un peu dommage, de fermeture éclair, mais très joli. Et le Graal du Graal. Attention, c'est Agathe qui a gagné le top des cadeaux de Noël de cette année. Coucou Agathe. Coucou Gatou. Mais il y a quoi dedans? C'est ce qu'on se demande tous. Le Graal du Graal. Qu'est-ce que c'est? Marjolaine Gazouillis littéraire. Non, mais si. C'est un tampon encreur avec son petit repose tampon. La petite encre. Et attendez, il me faut une feuille témoin. Je cherche une feuille témoin. C'est pas comme si j'avais 500 000 feuilles chez moi. Alors, attendez. Vous entendez ce bruit? Marjolaine Gazouillis littéraire. Un tampon littéraire. Comme ça, je peux customiser mes livres avec ce tampon. C'était mon rêve. Je m'étais dit un jour dans les goodies d'amis des livres. Vous avez le plaid, vous avez la bougie, vous avez le mug à tisane, vous avez quoi la pochette à livres, les marque-pages, etc., etc. Le tampon littéraire. Et j'ai eu des gens le faisaient faire sur Internet. Et Agathe a eu l'idée lumineuse de m'en faire un pour les gazouillis littéraires. Voilà. Si je ne le casse pas d'ici une semaine, désormais, j'ai le tampon Marjolaine Gazouillis littéraire. C'est trop classe. Je suis trop hystérique de joie et je vais en mettre partout sur mes livres. Tic, 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 tic. Et oui, tout va bien dans mon cerveau, tout va bien. Et ben mes petits poulets, c'était les gazouillis de la semaine. Mettez-moi en commentaire, si vous le savez, quelle a été votre meilleure lecture de l'année, ou vos meilleures, au pluriel, lectures de l'année. Si vous vous en souvenez, pas de pression. À bientôt.